Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Entretien. Comme nous l'avions promis au début de cette semaine, on va parler essentiellement des concertations nationales qui vont avoir lieu dans quelques jours dans notre pays, mais aussi de la situation à l'est du pays avec ce sommet de Kampala, le 8e du genre. Le chef d'État de la région des Grands Lacs, regroupé autour de la CIRGEL, se retrouve encore de nouveau à Kampala pour parler de la question congolaise, pour parler de la question de la guerre qui n'en finit toujours pas au Nord Kivu. Et pour essayer d'aborder cette question, nous avons reçu sur ce plateau l'abbé Richard Mugaruka, que vous connaissez très bien. Il est professeur à l'Université catholique du Congo, mais aussi un analyste très connu sur la place de Kinshasa. Monsieur l'abbé, bonsoir. Bonsoir. Voilà, monsieur l'abbé, d'entrée des jeux, les concertations annoncées depuis le début de cette année vont bientôt avoir lieu dans notre pays. En tout cas, après la date du 4, le samedi 9 qui est projeté donc dans 48 heures presque pour voir l'ouverture de ces travaux. Globalement, est-ce que vous êtes satisfait que le chef de l'État ait donné suite à la demande presque de la majorité de la population d'avoir des concertations pour refaire l'unité du pays? Qu'on ait besoin d'un dialogue parce qu'il y a effectivement rupture du consensus national, c'est une évidence. Mais les dialogues, les concertations, pour qu'elles puissent réussir, il faut des préalables. Et ces préalables n'ont pas été remplis, avec comme conséquence que beaucoup de ceux qui devaient participer à ces concertations se sont retirés. Notamment une bonne partie de l'opposition et une bonne partie de la société civile qui estime que les conditions ne sont pas remplies pour que l'on puisse organiser des concertations de manière transparente, valable et objective, et donc aboutir à des résultats satisfaisants. C'est mal préparé. Et si on tient à tenir ces concertations dans les conditions actuelles, sans que l'on ait revu les préparatifs et les préalables, eh bien on va tout droit vers un échec. On va tout droit vers un échec. C'est vrai, le Présidium s'emploie depuis quelques jours à travailler. Vous avez pris connaissance des thématiques qui vont être abordées au cours de ces travaux. Est-ce qu'on peut dire que ces seuls thèmes, choisis parmi tant d'autres, peuvent permettre à ceux qui seront là-bas de rencontrer la volonté de la population? Non, je pense que la situation est critique. Dès lors que l'on estime qu'il faut recourir à un forum extra-constitutionnel, c'est que l'on prend acte de l'échec du fonctionnement de l'État, de l'échec du fonctionnement des organes qui devraient organiser de manière permanente, comme dans toute démocratie, le dialogue entre le peuple et les dirigeants. Donc il y a véritablement une crise grave, une crise globale, qui ne peut être résolue que si on accepte d'aborder globalement toute la situation du pays, que si on accepte de faire l'état des lieux de manière globale et inclusive. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ces concertations soient fermées, doivent être ouvertes à tous les aspects de la vie nationale et faire appel à toutes les forces vives de manière à ce que l'on puisse espérer pouvoir résoudre un problème, une crise aussi générale, par des solutions tout aussi générales. Une crise aussi globale par des solutions tout aussi globales. Et j'ai comme l'impression que ces thématiques-là sont un peu trop, je dirais, limitées. Mais alors, on a... Sélectives, sélectionnées. Ouais. On ne pouvait pas quand même parler de tout. Ouais, on ne peut pas parler de tout, professeur, parce qu'il y a beaucoup à faire, le temps est limité, il n'y a pas assez de budget. Mais lorsque je vous entends parler, il se pose un sérieux problème de la qualité de participants. Le Présidium, notamment à travers le groupe de contacts, voudrait que ce soit un forum scientifique où les gens viennent avec l'ambition ou avec la mission de diagnostiquer la situation générale du pays, notamment en ce qui concerne la gouvernance, en ce qui concerne comment étendre l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, mais aussi d'autres questions économiques, sociales et même culturelles. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il va falloir
limité. Si on doit ouvrir à tout le monde, alors ce sera un forum comme beaucoup d'autres qu'on a eu auparavant et qui n'ont jamais donné des résultats escomptés. Mais une chose est le contenu, c'est-à-dire les thèmes à développer, je dirais l'ordre du jour. Autre chose est la question des participants. Pour ce qui concerne l'ordre du jour, je pense qu'il faudrait commencer par faire un état des lieux, c'est-à-dire évoquer tous les problèmes qui se posent. Ils sont lesquels à votre avis? Au moins les constater. Ouais. La crise est globale, c'est tout le pays, c'est toute la société congolaise qui est concernée. Parce qu'on peut résumer notre crise en une crise d'État. Beaucoup de gens ont parlé souvent de l'absence de l'État au Congo, du problème de l'absence de l'État, du problème de la défaillance de l'État. Eh bien, quand on parle d'une crise d'État, c'est-à-dire que c'est une crise globale qui concerne le politique, le social, l'économique, et tout ce que vous voulez. Et donc, il faudrait au moins qu'avant de commencer à se poser la question de la recherche et des solutions, qu'on fasse un état des lieux complet. Je ne dis pas qu'il faudra détailler tout, mais il faut évoquer tous les problèmes. Il y a moyen d'en faire la nomenclature. Il y a moyen de dire quels sont les problèmes politiques, quels sont les problèmes économiques et quels sont les problèmes sociaux qui se posent dans notre pays. Il y a moyen de les inventorier. Mais alors, et une fois qu'on les aura inventoriés, oui, et qu'on verra que ce sont des problèmes globaux, il faudra, puisqu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes, il faudra hiérarchiser les problèmes. C'est-à-dire, lorsque tout est prioritaire, il faut justement pouvoir épingler les priorités des priorités, c'est-à-dire les domaines qui ont un effet d'entraînement. Les domaines qui, si on les résout, les questions que si elles sont résolues, peuvent permettre d'en résoudre d'autres. Et ça, il y a moyen d'en faire aussi l'inventaire et s'attaquer à ces problèmes-là, que j'appelle donc les problèmes prioritaires, et s'en tenir à ces problèmes-là au cours de ces concertations-là. Donc, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que pour que la solution puisse être valable, pour que la solution puisse être réalisable, applicable, il faut que tout le monde soit impliqué. Il ne faut pas qu'une partie de la population soit laissée pour compte. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une des exigences fondamentales de la gouvernance et de la démocratie. Ce qu'on appelle la participation citoyenne. Parce qu'on ne peut pas libérer, on ne peut pas développer, on ne peut pas stabiliser une société sans elle et malgré elle. On ne peut pas pratiquer la démocratie sans que la participation de tous soit assurée. Alors, on ne fût-ce que oui, à titre hypothétique. Alors, monsieur l'abbé, la grande question qui s'est posée, c'est la question de participation, vous l'avez dit. Est-ce que aujourd'hui, avec tous ceux qui sont là-bas, on peut dire que c'est représentatif? Oui, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a certainement des groupes qui se sont sentis exclus, et dans la mesure où ils ont exprimé leur frustration, je crois qu'il faut revoir le problème pour que ce forum soit le plus représentatif possible de toutes les forces vives de la nation. C'est une question de gouvernance, c'est une question d'essayer d'impliquer le plus de monde possible afin de donner aux résolutions qui en sortiront la chance d'être acceptées par tous, d'être opposables à tous et d'être exécutoires. Alors, voilà. Oui. Alors, je pense qu'il faudrait aussi tenir compte du poids de chacun de ces groupes-là. Ouais. Et équilibrer les choses de telle manière qu'il n'y ait pas un seul groupe ou un groupe qui en écrase d'autres. Et ici, par exemple, je n'ai pas estimé que c'était de bon ton de proportionner la représentation à la configuration politique du pays. C'est-à-dire la majorité présidentielle a la part du lion là-dedans. Et ça ne peut que dérégler le mécanisme, d'autant plus que, comme vous le savez, dans notre pays, les partis politiques ignorent jusqu'à sa plus simple expression la notion de démocratie et de débat. Il n'y a pas de débat démocratique au sein des partis politiques. Tous les chefs des partis sont des gourous qui imposent leurs idées à leurs partisans et qui les défendent à corps et à cri sans se poser la question de savoir si cela correspond au vrai. Un peu de dogmatisme là-dedans. Ça tue toute démocratie, ça tue toute intelligence, parce que du choc des idées jaillit la lumière, ça tue tout débat démocratique qui
exige nécessairement pluralisme, liberté d'expression et transparence. Alors, Monsieur l'abbé, aujourd'hui, la grande question que beaucoup de Congolais qui nous rencontrent, et ainsi de suite, ou qui nous appellent, se posent, et c'est de savoir quelle sera alors finalement la raison principale de cette activité politique, de ces concertations. Ce qui veut dire, aujourd'hui, il y a un pouvoir, il y a un gouvernement, il y a un chef de l'État qui a été élu et qui, avant de terminer son mandat, est obligé de pouvoir s'arrêter un moment pour aller en concertation et probablement de me partager le pouvoir avec l'opposition, la société civile, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va faire finalement de son mandat? Mais le problème, c'est justement celui-là. C'est que dès le début de son mandat, dès les élections, il y a eu des contestations. Sa légitimité a été contestée suite aux irrégularités qui ont été reconnues par tout le monde, y compris par lui-même. L'appréciation de la qualité ou de l'importance de ces irrégularités n'a pas été la même, mais les irrégularités ont été constatées par tout le monde. D'aucuns ont pensé que c'était des irrégularités minimes qui ne devaient pas faire remettre en question les résultats. D'autres ont pensé que c'était des irrégularités qui devraient absolument remettre en cause les résultats des élections. Mais il y a eu un problème, une crise de légitimité qui n'a pas été résolue. C'est à ce moment-là qu'on a dû appeler à une certaine concertation, à des concertations nationales pour que, pour justement résoudre ce problème de crise de légitimité. On a préféré ce que j'appelle un passage en force, ce qu'on appelle une fuite en avant, et le problème nous poursuit. Le problème continue à peser et à planer sur la gouvernance, sur l'unité nationale, sur la cohésion nationale. C'est un problème de légitimité, il faut le résoudre. On ne résout pas un problème en le fouillant, on résout un problème en le regardant en face et en le prenant à bras-le-corps. Et bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que nous disions d'autre? Nous avons pensé qu'on peut résoudre ce problème-là en le fouillant. Aujourd'hui, voilà, il est là, il s'impose à nous et nous devons en prendre compte. Il y a une véritable crise. Et donc, la seule façon d'en sortir, c'est d'organiser un dialogue ouvert, pas biaisé, un dialogue ouvert, franc, direct. Mais qui devrait aboutir à quoi? C'est ça la question. Ce qu'on nous a dit, c'est que cela devrait aboutir à la cohésion nationale. C'est ça le but avoué. Ouais. Ça signifie que la cohésion nationale n'y est pas. Parce que sinon, on ne chercherait pas à la restaurer. C'est que tout le monde constate qu'il y a un problème. Il n'y a plus de consensus national. Et quand il n'y a pas de consensus national, cela signifie que le pays est en fait éclaté. Alors, c'est oui. cet éclatement-là qu'on voudrait réparer. Mais si on veut réparer l'éclatement du pays, il faut commencer par constituer un groupe qui est lui-même éclaté comme maintenant. Il faut constituer un groupe qui a, comme je pourrais dire, une sorte d'assentiment de l'ensemble de la population, un groupe de gens qui sont représentatifs, tellement représentatifs du peuple, que le peuple peut accepter de se reconnaître en lui. Oui, alors si l'on veut que ça réussisse, il faut d'abord commencer par résoudre ce problème-là. Alors, ceux qui participent à ces concertations ne répondent pas, ne correspondent pas à ce que je pourrais considérer comme une représentation nationale de toute la nation. Alors, et donc, il faudra qu'on résolve ces problèmes-là auparavant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que finalement, ce sera perdre du temps parce que tant qu'on n'aura pas impliqué des grandes formations politiques comme l'Union pour la démocratie et le progrès social, notamment avec Tshisekedi qui conteste l'élection de Joseph Kabila. De l'autre côté, il y a l'UNC aussi qui est aussi une grande formation politique. On n'aura rien fait parce qu'on risque de faire un dialogue avec le groupe de ceux qui sont là-bas et chercher demain à aller encore négocier peut-être directement avec Tshisekedi. Est-ce que ça peut être possible, cette hypothèse? Cette question me donne l'occasion d'attirer l'attention sur un phénomène qui me paraît grave dans notre pays sur le plan politique. C'est la tendance à identifier le pays à des individus. Le pays n'est pas un problème des individus. La nation n'est pas un problème des individus. La cohésion nationale n'est pas un problème des individus.
Vous savez, Mobutu a régné pendant 30 ans, il est parti. Mais le pays est resté, le peuple congolais est resté. Aucun individu ne peut s'identifier à la nation. Même pas le chef de l'État. Parce que la nation n'est identifiable à aucun individu, ne peut être réduit à des individus. Sinon, nous risquons d'être distraits par les querelles des égos, par des querelles individuelles, par le problème des individus, au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les problèmes de la société, le projet de société, le bien-être du peuple, le développement du pays, la cohésion nationale, et ça, c'est au-delà des individus. C'est une première chose qu'il faut dire. Alors, il n'y a aucun individu qui est indispensable. Personne n'est indispensable. Aujourd'hui, ceux que vous citez, ils peuvent tomber malades, ils peuvent faire un accident, ils ne sont pas immortels, ils peuvent mourir. Le pays va continuer à vivre. Donc, il faut éviter cette identification du pays aux individus. Bon, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont derrière ces personnes et qui obéissent à la lettre. C'est ça le grand problème, monsieur. Oui, mais justement, c'est un déficit de démocratie, c'est un déficit de ce que j'appelle la citoyenneté, une citoyenneté responsable, parce que dans un pays démocratique, eh bien, chaque citoyen n'a qu'une seule voix et nul n'est au-dessus de la loi. Et nul ne peut se permettre de confisquer la souveraineté nationale. Personne ne peut la confisquer. Ni même pas un parti, ni même pas une classe. La souveraineté appartient au peuple tout entier et c'est dans ce sens-là qu'il faut voir le problème. Alors, ça, c'est déjà une première faiblesse. Si tel n'est pas là, mais il peut ne pas être là, s'il tombe malade, on va arrêter les concertations parce qu'il est tombé malade. Il peut faire une bête malaria et être alité. Est-ce qu'on va arrêter les choses? Non. Allons vers le vrai problème. Le problème, c'est un problème du pays. C'est le problème de la société congolaise, ce n'est pas le problème des individus. D'ailleurs, en même temps, il faut dire que des concertations de ce genre-là n'ont rien à voir avec le partage du pouvoir directement. Les Congolais se battent pour le partage du pouvoir depuis 1960. Et encore pire, depuis la chute de Mobutu. Et ça n'a rien apporté, ça ne nous a rapporté que des misères. Et avec ça, évidemment, chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, parce qu'on pense que le pays dépend de quelques individus, on essaie de les amadouer en leur donnant de l'argent, en leur donnant tous les avantages, et la communauté internationale a commis la grande gaffe de nous obliger à aller dans ce sens-là, en essayant de résoudre la crise de la guerre congolaise, l'éclatement du pays, par un dialogue où on s'est concentré non pas sur la société, non pas sur le pays, mais sur les individus, les seigneurs de guerre. Alors, votre conclusion nous amène maintenant à parler de l'Est, notamment avec la guerre qui a repris, et puis les forces gouvernementales qui ont appuyé bien sûr par la brigade d'intervention de la MONUSCO, repris plusieurs localités, dont Kibati, les Trois Collines, ainsi de suite, et même Kibumba. Mais finalement, alors que l'offensive allait vers la fin presque du M23, on stoppe, on va maintenant à Kampala pour négocier encore une fois de plus avec les M23 pour chercher une solution politique. Qu'est-ce qui explique cette contradiction, M. Labbé? Il y a là un désordre qui malheureusement ne passe pas et qui étonne. J'ai entendu le porte-parole du gouvernement affirmer qu'ils avaient atteint leur objectif. Eh bien, on a repoussé M23 de quelques kilomètres de Goma. Le M23 a perdu certaines collines stratégiques sur lesquelles il était positionné, à partir desquelles il bombardait Goma. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire. Là où on les a repoussés, est-ce que c'est en dehors du pays? C'est juste dans le pays. La partie du territoire qui continue à occuper, c'est encore une partie du pays. Donc on n'a encore rien résolu. Et les gens de Goma sont tellement logiques, tellement rationnels qu'ils disent, tant qu'on n'aura pas mis fin à ce groupe-là, tant qu'on ne les aura pas neutralisés, eh bien on n'aura rien résolu du tout. Parce qu'à supposer même qu'on les ait chassés de 15 km ou de 30 km, vous savez qu'il suffit de 6 heures de marche à pied, marche normale à pied pour couvrir cette distance et se retrouver à Goma. Et c'est pour cela que l'inquiétude continue à régner à Goma. Les gens ne sont pas tranquilles. Les M23 peuvent, même à pied, ils peuvent rejoindre Goma en quelques heures. En moins d'une Oui, mais justement, votre conclusion... Et donc, on n'a pas résolu le problème. Le problème, c'est quoi? C'est de restaurer l'intégrité du territoire. Ça n'a pas été fait. C'est de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Ça n'a pas été fait. Ils ont encore une partie du territoire qu'ils occupent. Et tant qu'ils seront là, le problème restera entier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale n'est-elle pas en train de... n'est-elle pas à la remorque du M23?
chaque fois que le gouvernement a de l'ascendant sur le M23, on constate finalement qu'il y a un sommet qui est improvisé à Kampala, Mary Robinson arrive, et les chefs de l'État de la région viennent, le Rwanda accuse qu'il a été attaqué. Tout ça, c'est pour stopper l'élan et donner à ceux-là le temps de se reconstituer. Mais le problème se trouve à la base. On ne peut pas leur demander de vous aider et leur dire de nous et taisez-vous. Non. Si vous les appelez à l'aide et que vous dites que vous êtes incapables, alors vous leur donnez le droit de vous imposer leur volonté. Vous savez, on ne peut jamais libérer un peuple sans lui et malgré lui. Un peuple qui est libéré sans lui et malgré lui, évidemment, cela se retourne contre lui. Et c'est ça notre cas. Il ne cesse d'ailleurs même de nous rappeler que le problème de la sécurité de notre pays, de la souveraineté, de la sauvegarde de la souveraineté de l'intégrité de notre territoire, nous revient d'abord à nous les Congolais. Ils le disent très clairement. Et c'est nous qui ne comprenons pas. Eh bien, réapproprions-nous notre souveraineté. Réapproprions-nous notre espace politique. Réapproprions-nous notre indépendance. Alors seulement nous serons capables de sauvegarder et notre souveraineté et l'intégrité de notre territoire. Si nous demandons à d'autres de le faire pour nous ou de nous y aider, eh bien ils nous imposeront leurs méthodes et des méthodes qui ne correspondent pas nécessairement à notre désir, à notre volonté et même malheureusement pas parfois à nos droits, comme dans ce cas-ci. Alors, Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous dites du Rwanda qui, visiblement, après la débâcle du M23 à la fin de la semaine dernière, s'est mis, même au niveau des Nations Unies, à accuser la RDC de tirer des obus sur son territoire et de violer l'accord cadre qui interdit au pays de se faire la guerre. Et on signale encore que le Rwanda serait en train de renforcer des troupes à la frontière, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ça rentre dans la politique que nous avons toujours dénoncée ici, de vouloir garder cette partie du pays en état d'instabilisation? Le Rwanda a été constant dans ses visées hégémoniques, ses visées expansionnistes, ses visées prédatrices, ses visées militaristes qui correspondent à son intérêt. Le Rwanda est un pays surpeuplé, qui a besoin d'espace vital. C'est un pays pauvre et qui a besoin de vivre, qui ne peut vivre d'ailleurs qu'en s'accrochant, en s'agrippant comme des sanctuaires à la RDC. Le Rwanda est un pays qui n'a pas de stabilité politique parce que c'est la minorité ethnique qui domine. Le Rwanda a toujours été constant. Il estime que pour pouvoir survivre, il doit déstabiliser, continuer à déstabiliser le Congo. Et que la déstabilisation du Congo lui permet de réaliser justement ses visées hégémoniques, expansionnistes, militaristes et tout ce que vous voulez. Le Rwanda a été constant. Et c'est donc normal que quand son bras armé, qui est le M23, perd du champ, c'est normal que lorsque le M23 est en difficulté sur le plan militaire, le Rwanda intervienne pour essayer de transposer les problèmes sur le plan diplomatique et justifier ainsi la poursuite de son soutien à ce groupe rebelle qui est en fait un prolongement de sa politique envers le Congo. Alors que le Rwanda réagisse comme ça, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que, et nous, qu'est-ce que nous disons? Nous ne devons pas suivre. Nous ne sommes pas obligés d'être les sous-traitants du Rwanda. Nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ce que le Rwanda fait. Nous devons justement, si nous voulons sauvegarder notre souveraineté et l'intégrité de notre territoire, continuer à nous renforcer pour être capables de remplir les conditions pour exercer ce droit, pour protéger ce droit. Et donc avoir d'abord un état de droit, ce qui garantit la cohésion nationale, c'est le respect du droit. Mais c'est aussi avoir une armée républicaine performante. Mais qui fait déjà des prouesses sur le terrain, on a vu avec les batailles de ces derniers jours. Oui, mais attention, une chose est de gagner une bataille, une autre est de remporter la victoire, de remporter la guerre. Et je pense que c'est une victoire, mais elle est vraiment partielle et même tellement partielle qu'on ne peut même pas dire qu'on a atteint l'objectif. L'objectif, c'est la restauration de l'intégrité du territoire et de l'autorité de l'État sur l'ensemble, ce n'est pas fait. Alors, on ne le dira jamais assez, les conséquences, tout le monde les connaît, c'est une grande population sous
qui souffrent. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Rwanda est visiblement le dos au mur avec toutes ces condamnations qui fusent de partout, les échecs sur le plan militaire, la dynamique interne au Rwanda même? Est-ce qu'on peut dire vraiment que on peut espérer que d'ici là, le Rwanda pourra être dans l'incapacité de continuer à soutenir cette activité d'instabilisation du pays? Je ne suis pas un devin, je ne saurais pas vous dire comment cela va se passer demain exactement, mais une chose est certaine. La politique extérieure d'un pays est toujours le reflet, le prolongement de sa politique interne. Tant que le Congo ne sera pas stabilisé, tant que nous allons continuer à souffrir de ce que l'on appelle l'absence de cohésion nationale, tant qu'on continuera à avoir un État faible, tant qu'on n'aura pas une armée persuasive et républicaine, tant que les conditions de stabilité interne ne seront pas réunies, nous allons continuer à rester le ventre mou et à nous prêter donc à la déstabilisation par le Rwanda. Je pense que plus que la force du Rwanda, ce qu'il faut souligner, c'est la faiblesse du Congo. Et en fait, c'est notre faiblesse qui fait le larron. C'est l'occasion qui fait le larron. Tant que le Congo ne sera pas fort, tant que le Congo n'aura pas restauré son État, tant que le Congo ne se sera pas doté de tous les attributs de sa souveraineté, eh bien le Rwanda ne pourra qu'essayer d'en profiter pour essayer de résoudre ses problèmes internes. Ah, oui. Quelqu'un l'a bien dit, et nous l'avons toujours dit, tant que le Rwanda n'aura pas résolu le problème de sa propre cohésion interne, tant qu'il n'aura pas organisé la réconciliation nationale pour dire les choses exactement, eh bien, nous allons toujours avoir le problème. Mais le Rwanda, finalement, refuse, par exemple, de dialoguer avec les FDLR. Le gouvernement rwandais est formel, M. Labbé, qu'ils ne peuvent pas parler avec ceux qu'ils considèrent comme des sanguinaires, les gens qui ont pris des armes pour tuer femmes, enfants. Là, ils refusent. Je me demande alors pourquoi ils ont le culot de me demander à nous d'aller négocier avec eux. Mais nous avons accepté, mais eux, ils n'acceptent pas. Pourquoi vous acceptez? Qu'est-ce qui vous oblige à accepter? Et là, les Rwandais vous posent le vrai problème. Pourquoi est-ce que vous acceptez de négocier avec l'M23 et l'FDLR? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons négocier avec des gens que leur propre pays et leurs propres frères considèrent comme des génocidaires, comme donc des interlocuteurs non valables? Et pire, pourquoi est-ce que la communauté internationale nous impose ça? Pourquoi est-ce que la communauté internationale nous impose à nous de négocier avec ceux qui considèrent comme des génocidaires, qui ne sont pas dignes de négocier avec leur propre pays? Alors, c'est ça qui est le problème. Quels sont les repères et quelles sont les références de la communauté internationale lorsqu'il s'agit du problème de la déstabilisation et de l'insécurité dans RDC? Nous avons droit aussi à être traités conformément au droit international. Alors, si le droit international considère qu'un groupe de gens, ce sont des génocidaires, eh bien on doit imposer à aucun pays ni de les accepter, ni de négocier avec eux. Et c'est là que le bas blesse, justement. Voilà. Monsieur Labbé, la grande question également est celle de savoir l'intellectuel congolais. Au regard de tout ce tableau que vous venez de présenter, on comprend que le pays est visiblement en difficulté. Mais quelle est la contribution de l'intellectuel congolais pour rectifier au moins les tirs, pour changer les choses? Bon, l'intellectuel congolais, c'est qui? D'abord, on peut dire que parmi nos dirigeants, la plupart de nos dirigeants sont des gens qui sont détenteurs d'un diplôme universitaire. Donc, les dirigeants font partie de ces intellectuels-là. Mais nos dirigeants n'ont pas cure du bien-être du pays. Ce qui les intéresse, c'est seulement l'argent. C'est souvent le pouvoir pour l'argent. Le problème du pays ne les intéresse pas. Et ils se sont arrangés pour clochardiser les intellectuels, au point que les intellectuels clochardisés n'ont d'autre choix pour vivre, et même pour survivre, que de s'inféoder à eux. C'est un cercle vicieux. Et il faudrait changer cela. Créons d'abord une classe véritable d'intellectuels en reconnaissant la valeur de l'intelligence, la valeur du diplôme universitaire, de la formation universitaire. Commençons par là. Alors et alors seulement, nous pourrons créer une plateforme, une sorte
de terreau, d'où pourra émerger alors une véritable classe d'intellectuels qui peut alors être une élite pour diriger le pays. Mais dans l'entretemps, le pays est en train de partir, Oui, professeur. c'est ça. Mais regardez, notre problème, et vous le touchez, c'est essentiellement un problème d'intelligence. Vous allez voir, aujourd'hui, on nous dit, et c'est ce que la communauté internationale nous a dit, vous n'avez pas le droit d'être seul riche. Vous devez partager vos richesses avec le Rwanda, avec vos voisins, avec l'Ouganda, avec tous les autres pays. Ok. Seulement, lorsque nous allons négocier, quel est notre plan d'exploitation de ces richesses-là qu'on nous demande de partager? Si nous étions intelligents, nous devrions avoir un plan. Nous devions d'abord avoir inventorié toutes ces richesses-là et avoir un plan pour les exploiter. Et dire à tout le monde, pas seulement aux Rwandais et à nos voisins, nous ne sommes pas opposés à l'interpénétration économique qui est une réalité qui est incontournable dans le monde d'aujourd'hui. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Seulement, nous devrions nous être assez intelligents pour faire un plan d'exploitation, un projet d'exploitation de nos richesses. À telle enseigne que si quelqu'un veut y avoir accès, nous disons voilà, nous ne disons pas non, mais c'est nous les maîtres de c'est nous les propriétaires de ces richesses. Voilà comment nous comptons les exploiter. Et vous voyez où est-ce que vous pouvez vous intégrer dans le plan que nous avons conçu. Mais vous allez voir que quand nous allons négocier ces choses-là, nous partons sans plan, sans dossier, sans rien du tout. Mais alors, qu'est-ce qui explique cela, prof? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas une expertise avérée, ou on est incompétent carrément, ou alors on ne veut pas le faire? Notre problème, c'est un manque de vision. Manque de vision. Nous cherchons le pouvoir et l'argent, mais nous ne savons pas comment les produire et comment les avoir. Nous voulons diriger le pays, mais nous n'avons aucune vision. On ne peut pas diriger un pays sans vision. Diriger un pays, c'est d'abord une question d'intelligence. Et donc, nous devions d'abord nous asseoir. Et j'ai pensé que les concertations seraient l'occasion, justement, de définir un peu cette vision que nous avons de la coopération sous-régionale. Parce que c'est ça qui est à l'ordre du jour aujourd'hui avec la guerre, l'insécurité à l'Est. Asseyons-nous, pensons, préparons un dossier en béton pour dire qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays et qu'est-ce que nous attendons des autres dans la coopération nécessaire, mais qui ne peut jamais se faire à notre détriment, à nos dépens. Mais le scientifique que vous êtes, professeur, on ne voit même pas un article, même pas de publication allant dans le sens de montrer que malgré l'absence de moyens, malgré les moyens limités ou la précarité dans laquelle, mais l'intellectuel produit quand même quelque chose pour essayer d'attirer l'attention de la population et même de la communauté internationale sur ce qui se passe dans notre pays. Il y a 2 ans, j'ai publié un livre en 3 tomes. Le second tome, c'est Réflexions socio-économiques sur le pays. Et il est intitulé « Gouverner, c'est prévoir ». Dans ce livre, j'écris entre autres que parmi les choses que nous devions commencer à faire, c'est d'inventorier toutes les richesses du pays et d'avoir un plan d'exploitation de ces richesses-là. De telle façon que quand les autres viennent les chercher, quand les autres viennent pour les nous leur dire « Voilà notre plan à nous, vous pouvez vous y intégrer ». Vous devez vous y intégrer parce que c'est nous qui sommes les prioritaires de ces richesses-là. Mais quand vous refusez, ils vous font la guerre. Mais comment? Quand vous refusez, par exemple, vous posez une obstruction, ils vous imposent la guerre. Oui, mais c'est ça, ça doit s'inscrire dans une vision d'ensemble. Oui. Un État n'a pas le droit d'être faible. Tous les États du monde ont une armée. Et nous en avions une que nous avons démolie, détruite depuis longtemps. Et le coup de grâce a été donné par le brassage et le mixage. Aujourd'hui, nous devons nous poser cette question-là. C'était déjà inscrit dans les résolutions du dialogue de Sun City. Depuis 2002. Et depuis 2002 jusqu'aujourd'hui, ça fait 11 ans. On n'a jamais fait aucune évaluation. Aucune. On a continué à faire le brassage, le mixage. Et alors, évidemment, quand vous vous exposez comme ça, dans un monde où la force a sa nécessité importante, vous exposez votre faiblesse, eh bien tout le monde en profite. C'est de notre faute. Asseyons-nous et disons-nous bien que il n'y a pas de dissuasion diplomatique sans dissuasion militaire, ou à tout le moins économique. Et que
négocier en position de faiblesse, c'est s'exposer à la capitulation, sinon à la trahison. Ce sont des principes élémentaires. Même aujourd'hui, là, par exemple, à Kampala, nous sommes en train de négocier en position de force. Parce que militairement, le M23 est au pied du mur, le Rwanda également. Et, vous savez, je vous ai dit qu'une chose est de gagner une bataille, une autre est de gagner la guerre. Je ne pense pas que nous ayons d'abord rétabli ce que j'appelle les équilibres fondamentaux. Et je ne sais pas si, brusquement, le Congo a fabriqué en une année une armée républicaine performante et dissuasive. Je ne pense même pas qu'on soit arrivé au bout du processus parce que notre armée est l'institution qui a le plus subi les contre-coups de l'infiltration de notre pays aux étrangers. L'infiltration de notre armée reste une réalité. Est-ce qu'on a expurgé notre armée de tous ces infiltrés-là? Est-ce qu'on a pris les mesures qui s'imposent pour donner à notre pays, doter notre pays d'une armée républicaine performante? On ne l'a pas encore fait. Alors attention, il ne faut pas que nous nous contentions de l'arbre qui cache la forêt. Alors, Monsieur l'abbé, nous allons finir cette émission par là. Concertation nationale, situation à l'est du pays, notamment avec la reprise de pourparlers de Kampala, dont notamment ce sommet extraordinaire de la CIRGEL sur la question congolaise. Globalement, comment vous résumez cet entretien et quelles sont les projections d'avenir? Les concertations sont importantes et s'imposent, non pas seulement parce que le dialogue doit être permanent en démocratie, mais aussi parce que, tout simplement, la situation est telle que la cohésion nationale est rompue et qu'elle ne peut être rétablie que par un dialogue franc, direct, transparent, un dialogue global et inclusif. Et malheureusement, les conditions pour que ce dialogue soit global, transparent et inclusif ne sont pas remplies. Il faudrait commencer par remplir ces conditions-là sous peine d'organiser des concertations qui vont accoucher d'une souris. Or, ces concertations, cette cohésion nationale est en rapport avec la situation sécuritaire à l'Est. Un royaume divisé contre lui-même ne peut jamais gagner une guerre quelconque. Nous avons besoin de cette cohésion nationale. Nous ne pouvons même pas aller négocier sans cette cohésion-là. Voilà donc pourquoi, aujourd'hui, aller à Kampala, avant d'avoir organisé cette cohésion nationale, je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. On aurait dû commencer par la concertation nationale de telle façon que les Congolais expriment leurs désirs, leurs souhaits en ce qui concerne cette insécurité qui met à mal la souveraineté nationale du Congo et l'intégrité du territoire qui sont assurés, je vous le répète, par le droit international auquel tous les pays de l'Afrique centrale sont soumis. Merci. Par conséquent, on aurait dû commencer par les concertations nationales avant d'aller à Kampala. Merci, Monsieur l'abbé. Ceux qui iraient négocier seraient sûrs d'avoir le soutien et l'appui du peuple. Merci, Monsieur l'abbé, pour toutes ces explications. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Le prochain numéro, c'est déjà pour les jours qui viennent. Dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci. Merci, Monsieur l'abbé.